Bonjour à toutes et à tous. Donc la séquence à laquelle vous avez choisi d'assister, c'est un compte-rendu de pratique autour du volet et qui, contrairement aux autres comptes rendus, il s'agit d'exposer une controverse qui alimente les débats au sein de la profession. Et ça concerne l'utilisation plus ou moins systématique de la possibilité de bloquer le ballon au cours du jeu. Et d'ailleurs, le numéro de contre-pied qui était dédié au volet, c'est largement fait l'écho de ce débat. Alors, en effet, ça fait à peu près une dizaine d'années que l'enseignement du volet a pas mal évolué. À partir d'un travail qui avait été réalisé par la Fédération française de volley en collaboration avec l'Éducation nationale. Et ça avait produit un document, je crois que c'est en 2012, qui s'appelait Éduc-Volley. Et c'est un travail auquel nos deux intervenants ont plus ou moins de près ou de loin participé, mais qui au final donnent des positions qui sont divergentes et contrastées. Donc nous les exposerons. Alors cette proposition, elle s'inspire largement de l'expérience québécoise, qui permet aux joueurs de bloquer le ballon, de le renvoyer à deux mains par un mouvement de bas en haut qui part du niveau de la taille. C'est-à-dire que c'est vraiment un accompagnement du ballon. Alors, cette adaptation, elle cherche à rendre plus dynamique l'activité des élèves en favorisant la continuité du jeu. Mais ça pose pas mal de questions. C'est-à-dire que, par exemple, le sens du jeu, est-ce que c'est pas de provoquer la rupture de l'échange pour le gain du point? Est-ce que la nature du volet dont il tire son nom ne réside-t-elle pas dans la brièveté de l'action sur le ballon qui doit être joué de volets? Et à contrario, la difficulté technique engendrée par la contrainte réglementaire de ce qu'on appelle communément le collet, ainsi que les trajectoires trop rapides induites par la recherche de rupture, est-ce que ça ne met pas un nombre de nos élèves en échec ou à l'écart du jeu collectif? Est-ce qu'on apprend les mêmes choses selon qu'on se permet l'utilisation de la balle bloquée ou pas? Enfin bref, tout un tas de questions et peut-être d'autres qui émergent dans ce débat et auxquelles nos deux intervenants vont apporter au moins peut-être des réponses, en tout cas à leur point de vue. Donc pour répondre à ça, on a fait intervenir Franck Vacher, qui est prof agrégé au collège-lycée Saint-Exupéry de Lyon, qui est membre de la commission scolaire de la Fédération française de volley et qui est formateur FPC. Et puis Dominique Kremer, qui est prof agrégé, formateur à l'UFR STAPS de Nancy, brevet d'état deuxième degré, formateur FFVB. Donc voilà, c'est quand même des spécialistes. Donc on leur a demandé d'exposer. L'exposé est assez court, puisque c'est 20 minutes chacun. Et puis ensuite, on aura un temps de débat pendant lequel vous pourrez participer, questionner. Donc je vous laisse la parole. Bonjour. Pas trop l'habitude de parler avec un micro. J'espère que ça va aller. Donc, j'ai oublié la première photo, la voici. Donc, je vais vous parler de cette balle bloquée. En un petit clin d'œil, la balle bloquée pour apprendre la frappe haute à deux mains. Si l'on programme le volleyball en éducation physique et sportive, que ce soit en CP4, en CA4, en OC4, je ne sais plus trop ce qu'il faut dire maintenant, c'est de toute façon avec l'objectif de conduire, de maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour faire basculer le rapport de force à son avantage. Mais qu'en est-il donc réellement de cet enseignement? Je vais tenter de faire un constat. Et tout d'abord, j'emprunterai à différentes personnes pour étayer ce constat. Et la première personne à qui j'emprunterai, c'est Alain Feuillet, qui a été le premier à parler de cette balle bloquée dans un EPS en 1987. Donc c'est un petit hommage, on va dire,
qu'on peut lui rendre là-dessus. À l'époque, déjà, il constatait que jouer au volleyball entraînait blessures, évitements, comportements explosifs, frappes inappropriées. Et il constatait également que la complexité technique était telle qu'il n'y avait pas d'activité tactique. Il proposait donc du coup de supprimer la difficulté liée à la frappe de balle, de substituer un attrapé-lancé et de les réinjecter progressivement, ces frappes de balle, dans le jeu au service d'une intention tactique collective. J'emprunterai ensuite à Éduc Volley, dont vient de parler Philippe. Éduc Volley, issu d'un collectif Éducation nationale FFVB, et qui dressait à l'époque, en 2012, et qui a été repris en 2007, le constat que 4 fois sur 5, le duel, on retrouvait un duel service-réception s'il n'y avait pas d'aménagement du jeu. Il constatait également que chaque erreur entraînait directement ou indirectement la perte d'échange, l'arrêt du jeu. Donc le jeu était fréquemment arrêté, et qu'en plus cet échec pouvait engendrer des difficultés relationnelles au sein de l'équipe. Bien évidemment, celui qui rate et qui fait tomber le ballon pouvait être pris à partie par ses camarades. Et il constatait également que l'enseignement, du coup, était beaucoup trop centré sur les aspects techniques. Je vais maintenant vous parler d'un constat personnel que j'ai réalisé il y a quelques années à l'occasion de la rédaction d'un mémoire Master 2 sur l'éternel débutant en volleyball, et qui va reprendre un certain nombre de ces éléments. On constate dans le jeu qu'il y a plus d'une action sur 2 qui va se dérouler en situation défavorable, donc compliqué pour avoir une poursuite de l'échange. Voilà. Quand il y a blocage du ballon, on se rend compte que le volume de jeu, le nombre d'échanges est plus important que lorsqu'il n'y a pas de blocage du ballon. Je parle là de débutants, premier cycle de volleyball, entrée dans l'activité. Voilà. Donc l'impossibilité de contrôler le ballon, comme dans les autres sports courts, ne laisse malheureusement pas suffisamment de temps en volleyball pour prendre de l'information, prendre une décision et s'organiser. Je notais aussi que l'attention de l'enseignant comme de l'élève était focalisée sur la frappe de balle, sur l'apprentissage, et donc du coup sur l'apprentissage de ces techniques de frappe de balle. Qu'il y avait très peu d'apprentissage des techniques quand on fait l'analyse des pratiques. Le mémoire portait sur l'analyse des pratiques et sur l'analyse de séances de volleyball. Et on se rend compte notamment que dans l'enseignement, dans 83% des cas, donc 83% des séances, on retrouve effectivement des contenus techniques. Par contre, on ne retrouve que 38% de contenus liés aux stratégies. Donc vous voyez, un gros déséquilibre entre les apprentissages techniques et les apprentissages stratégiques en volleyball. Donc de fait, compte tenu de tout ceci, la difficulté de contrôler le ballon, la crise de temps dans laquelle cela place les joueurs rendent l'activité difficile à pratiquer. Et pour l'élève, pas de continuité de jeu, donc pas de volume de jeu, pas de continuité, pas d'apprentissage, peu de progrès. Enfin, quand je dis pas, c'est peu en fait. Peu de plaisir à jouer et une perte d'intérêt pour l'activité. Pour l'enseignant, on se retrouve en fait devant le problème suivant, c'est qu'on a programmé, comme je le disais tout à l'heure, le volleyball comme activité, comme sport collectif pour faire pratiquer les élèves ensemble. Et finalement, on a du mal, du moins dans un premier temps, en volleyball, à faire pratiquer une activité collective aux élèves. Donc sur ce constat, à partir de ce constat, je vais vous faire quelques propositions. Comme je viens de le dire, si on programme le volleyball, c'est pour pratiquer un sport co, c'est pour que les élèves jouent ensemble, qu'ils jouent collectivement, qu'ils coopèrent, qu'ils s'opposent, qu'ils cherchent à surpasser tactiquement l'équipe adverse et non pas simplement techniquement ou en attendant la faute de l'équipe adverse. Donc moi, ce qui m'importe en tant qu'enseignant, c'est que les élèves prennent plaisir à chercher à ne pas perdre, à protéger leur camp, qu'ils cherchent à gagner l'échange, à mettre le ballon hors de portée, à le mettre au sol, plutôt que d'attendre,
ce qu'ils ne font jamais bien longtemps malheureusement, la faute de l'adversaire. Et ceci dans l'optique de s'inscrire plus tard dans une pratique sociale reconnue. Donc pour moi, entretenir la motivation, c'est permettre d'apprendre, de progresser, de jouer, c'est donc favoriser la réussite. Et favoriser la réussite, cela suppose donc de mettre le plus souvent possible les élèves dans les conditions favorables de jeu et d'apprentissage. Donc pour cela, plusieurs propositions. La première, c'est tout d'abord de respecter la compétence pour laquelle cette activité a été programmée. Donc quand on cherche à mettre les élèves en activité en volleyball, c'est pour tenir un rôle, c'est pour assumer une tâche au sein d'une organisation collective qui définit la circulation des joueurs et du ballon. C'est l'organisation stratégique collective qui doit conditionner l'apparition et l'apprentissage des techniques individuelles. Le deuxième élément, c'est de considérer que le volleyball est un sport collectif comme les autres. C'est pas parce qu'on est séparés, les deux équipes sont séparées par un filet, que la problématique est différente des autres sports collectifs. Donc la problématique est identique. Les élèves vont chercher à diminuer l'espace à défendre et utiliser plus d'espace en attaque pour donner plus d'espace à défendre à l'équipe adverse. Ils vont se donner du temps et chercher à en priver l'équipe adverse. Ils vont chercher à diminuer l'incertitude pour eux-mêmes, mais à l'augmenter pour l'équipe adverse. Tout point qu'à mon sens, l'utilisation de la balle bloquée permet de mettre plus facilement en avant et en évidence. Ensuite, il y a des propositions d'aménagement de la pratique. Là-dessus, je passerai un petit peu plus rapidement, parce que je crois que les documents, de toute façon, du colloque, vous les aurez à disposition. Personnellement, là, les documents, vous l'aurez à disposition sans problème. Donc, j'irai directement au dernier point, l'aménagement du terrain, du filet, l'aménagement des règles, je passe. Ce qui m'importe, moi, comme aménagement, là aujourd'hui, c'est ce fameux blocage, blocage du ballon, pour assurer la continuité du jeu et un volume de jeu. Un bref aperçu des soutiens à cette proposition sur le blocage de ballon. Je resterai franco-français, on a parlé des Canadiens, Philippe a présenté la passe canadienne en introduction. Je ne parlerai que des Français dans ma présentation. Et donc tout à l'heure, il y avait le collègue Feuillet, et là je parlerai donc de Jacques Messler, qui considère que la balle bloquée peut être une forme de pratique scolaire, car elle favorise le jouer ensemble. Utilisée en deuxième touche, elle va favoriser l'attaque par un partenaire. Mais surtout, elle permet de multiplier considérablement le nombre de contacts avec le ballon de l'ensemble des joueurs. Et ça, c'est certainement un des points, j'espère un des points que vous retiendrez de mon intervention, c'est que l'intérêt de cette balle bloquée permet de multiplier effectivement le nombre de contacts par les élèves lorsqu'ils sont en situation ou lorsqu'ils jouent. Du coup, elle permet un investissement moteur, affectif, émotionnel et stratégique conséquent très rapidement. À partir du moment où l'élève joue, effectivement, l'émotion va être présente et l'activité stratégique va être aussi plus présente que lorsque le ballon tombe directement au sol. Philippe en a également parlé tout à l'heure dans l'introduction. La revue Contre-Pied, l'année dernière, a édité un numéro spécial volleyball dans lequel étaient présentés les éléments de cette controverse. Je retiendrai simplement quelques interventions dans ce contre-pied, quelques interventions qui vont dans le sens de dire qu'on utilise la balle accompagnée pour faciliter l'entrée dans le jeu. On utilise la balle bloquée pour faciliter l'entrée dans l'activité stratégique. Mais tous les intervenants, tous ceux qui ont témoigné le disent, ce n'est qu'un moment des apprentissages. C'est un passage, c'est momentané. On va vers un jeu sans balle bloquée.
c'est un moment d'apprentissage qui facilite l'entrée dans l'activité et qui facilite l'entrée dans l'activité stratégique. J'emprunterai également donc à Educ Volley, parce que je suis censé représenter ici ce document et le travail qui a été fait. Les remarques de mes camarades de la fédération, les différents DETN, donc en 2012, Jean-Marie Schmitt, et puis en 2017, Axel Guiguet, qui ont signé l'introduction de ce document, constatent la même chose. C'est l'utilisation de cette balle bloquée est un passage pédagogique, comme le dit Jean-Marie Schmitt. C'est un moment qui permet d'entrer dans l'activité plus facilement. Pour situer mes propositions concernant la balle bloquée, je voulais aussi utiliser les deux références ci-dessus. Je considère, avec les auteurs présents là, que jouer au volleyball consiste à empêcher la balle de tomber dans son camp tout en cherchant à la faire tomber dans le camp adverse. Je dis ça parce qu'il y en a d'autres qui considèrent que jouer au volleyball, c'est frapper le ballon de volley, etc. Pour moi, l'incontournable, c'est que quand on joue au volleyball, on empêche la balle de tomber par terre tout en cherchant à la faire tomber dans le camp adverse. Mais, comme le dit Robert Meran, comme le disait Robert Meran il y a quelques années, il est impératif pour moi que le renvoi se fasse de volley. Et le renvoi, c'est le renvoi dans le camp adverse. Par contre, j'admets que dans les transitions de jeu, dans les passes que l'on se fait entre partenaires, on puisse utiliser des aménagements momentanés de l'arène. Donc voilà dans quel cadre se feront les propositions qui vont suivre. J'ai mis aussi, mais je ne voudrais pas passer trop de temps là-dessus, mon ami Patrick Fargé de l'UFR STAPS de Lyon, spécialiste des théories de l'apprentissage, avait eu la gentillesse de me faire un petit topo sur une justification possible des apprentissages avec balle bloquée. Il considère effectivement que c'est un moyen privilégié de permettre aux élèves d'apprendre les tactiques et stratégies, et ça ne peut être considéré, comme il le dit, que momentané, et ça ne peut se dissocier d'un travail parallèle des habiletés motrices fondamentales quant au volleyball. Donc ça aussi, ça sera à votre disposition dans le document, l'article complet qu'il avait eu la gentillesse d'écrire là-dessus. Concrètement, donc le blocage du ballon est proposé pour permettre de dépasser l'appréhension liée à la frappe du ballon. Il est proposé pour développer les capacités de déplacement, de ténacité, par rapport à un renoncement appris. J'espère qu'on le verra, on aura le temps de le voir dans les vidéos tout de suite après. Donc il permet de donner du temps, de lever momentanément les difficultés techniques pour construire la logique du jeu, de donner du temps et favoriser ainsi la recherche d'une meilleure stratégie, ce que je disais tout à l'heure. Il permet de favoriser les apprentissages tactico-stratégiques tout en apprenant parallèlement à frapper le ballon de volley. Il permet de favoriser la deuxième ou la troisième touche en donnant du temps aux partenaires pour s'organiser. La balle bloquée permet d'augmenter considérablement le volume d'échange, le nombre de frappes, donc de favoriser l'apprentissage et de permettre de progresser ainsi tactiquement et techniquement. Voilà, donc il permet aussi de favoriser le jouer ensemble et de différencier l'entrée dans le jeu selon les capacités de chacun. Donc ce n'est sans doute pas le bloqueur qui apprend à jouer ou à frapper le ballon. C'est certainement plus son partenaire qui va bénéficier d'une balle favorable. Avec le blocage, on se rend compte que dans le jeu, 2 fois sur 3, le joueur qui va frapper le ballon de volley est en situation favorable. 2 fois sur 3 parce que la troisième fois, le lancer de balle
vers le partenaire, le lancer de balle à deux mains vers le partenaire n'est pas toujours idéal, et donc il est difficile de frapper le ballon. Mais la plupart du temps, l'élève est en situation de frapper convenablement un ballon, il est en situation favorable de frapper ce ballon. Donc utiliser le blocage dans son enseignement suppose que l'élève va apprendre parallèlement au jeu la frappe haute à deux mains, par exemple, il apprendra aussi la manchette, il apprendra d'autres choses, mais surtout cela suppose qu'il va apprendre cette frappe dans le jeu ou dans des situations très proches de celle-ci. Donc il faut que vous voyez bien qu'il y a deux choses. On va apprendre à frapper le ballon à deux mains dans le jeu lui-même, parce qu'on va bénéficier d'une passe favorable de la part du camarade lorsqu'il aura bloqué le ballon. Et il y a un apprentissage parallèle de cette frappe à deux mains qui sera réinjectée lorsque ce sera possible dans le jeu. Donc cela permet en plus de ne pas passer trop de temps dans ces apprentissages parallèles, puisqu'ils vont se faire directement dans le jeu. Je suis obligé d'accélérer un petit peu si je veux montrer des images, donc je passe là-dessus. Le blocage, donc, de l'obligation à l'autorisation, à l'interdiction, il y a là un savant dosage à réaliser en fonction de l'évolution des gamins, de l'évolution du jeu. Donc on peut proposer une obligation systématique, donc un blocage systématique de la balle en première touche ou en deuxième touche, tout le temps du jeu. Puis on peut permettre donc une autorisation du blocage de balle uniquement sur réception, uniquement sur la première défense, les 2 tiers du temps de jeu, la moitié du temps de jeu, plus jamais. Un blocage par mise en jeu, X-vie ou joker, uniquement certains joueurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'on pouvait différencier la pratique. Et on peut aller donc jusqu'à l'interdiction de celui-ci, but ultime, interdiction de ce blocage. On peut bien évidemment jouer sur d'autres variables du blocage, qui sont blocage avec réorientation ou non préalable au lancer de balle à son partenaire, blocage avec renvoi après déplacement ou non lorsque l'on renvoie le ballon à son partenaire, blocage avec renvoi immédiat ou différé, avec des renvois de balles en frappe à deux mains, blocage de balle en rebond et on renvoie le ballon. Voilà. Donc c'est à nous de jouer sur tous ces éléments-là pour ramener petit à petit les élèves vers un jeu sans blocage du ballon. Ouais. Donc j'aurai pas le temps de vous montrer une vidéo. Si vous voulez une vidéo. Je ne conclus pas. À peine rentré, déjà exclu. Je vous montre rapidement, je crois qu'elles font 1 minute 30, ce que ça donne avec des élèves donc, débutants qui sont en 5e, qui ont un cycle de volleyball, enfin ils viennent de démarrer le cycle de volleyball. Ils jouent à 3 contre 3, ils ont des règles aménagées et ils ont notamment l'autorisation de bloquer le ballon pour le joueur avant et l'obligation de bloquer le ballon pour le joueur arrière. Donc là, on est à peine en milieu de cycle. Donc vous voyez qu'il y a encore autorisation de se déplacer avec le ballon pour se replacer convenablement. Le jeu est assez lent pour l'instant. On est dans la construction justement de ces éléments stratégiques, à qui je dois donner le ballon. Mais vous voyez que l'échange dure avant de trouver la faille. Voilà. Le nombre de frappes est important. Les jeunes filles qui frappent sont dans des conditions favorables, que ce soit à deux mains, et même, vous voyez, cette jeune fille qui frappe à une main, alors qu'on n'est absolument pas rentré dans l'apprentissage de la frappe à une main avec ces élèves-là. Vous voyez que les lancers de balles sont relativement convenables pour que les élèves, derrière, les partenaires, puissent jouer. Bon, là, c'est un petit peu bas. Ce sont des élèves débutants là-dedans. Je vous montre un niveau un tout petit peu plus évolué, avant de me faire exclure du terrain.
Voilà, on a un petit peu plus évolué, parce qu'on a le garçon 9 en jaune, là, qui est un garçon de la S, donc qui se débrouille un petit peu mieux que ses camarades. Mais c'est la même classe, c'est le même niveau de classe, c'est des cinquièmes, et c'est le même moment du cycle. Par contre, il n'y a toujours pas de point là. Hein? Il n'y a toujours pas de point là. Non, là, il n'y a toujours pas de point. Là, il y a point, sur une erreur. Voilà, je laisse défiler un petit peu. Bon, si en plus ça me met du temps à servir, ça va pas aller. Un dernier échange? Allez. Alors on laisse le temps de se réveiller. Voilà. Voilà. Je vous remercie et je vous prie de m'excuser pour le petit déplacement. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc le challenge, hein, c'est d'aller sur la controverse. C'est assez violent parce que 20 minutes c'est extrêmement court, et puis bon, j'ai une certaine radicalité dans mes propos, et enfin, je vous prie de m'en excuser par avance parce qu'il y a énormément de points qui mériteraient un développement très conséquent. Bon, j'ai bien conscience que l'usage des balles bloquées, il y a tout un panel d'utilisation, hein, comme tu l'as dit, avant, pendant, etc., longtemps, pas longtemps. Donc si mes propos paraissent caricaturaux, je vous prie de m'en excuser. Donc moi, ce qui me semblait intéressant, c'était pas de dire moi je fais comme ci, moi je fais comme ça, c'est d'aller savoir qu'est-ce qu'ils font les conceptions, parce que c'est à partir de là qu'on pourra discuter. Il faut examiner ce qui les fonde, ce qui les différencie. Et je pense qu'il faut un petit peu théoriser, sinon on va en rester à une confrontation de points de vue qui me semble plutôt de l'ordre du résultat superficiel, alors que ce qui nous intéresse, me semble-t-il, c'est d'aller au fond du raisonnement, des systèmes de pensée qui animent ça. Alors, je me suis permis de mettre une petite diapo pour mettre de la couleur, c'était après Charlie. Et le prof émancipé, le prof concepteur, je pense qu'on est bien dedans aujourd'hui. Donc les différences de point de vue. Donc j'ai joué sur. Moi j'analyse les différences de point de vue. Hein. J'ai pris trois analyseurs, ce qui s'enseigne, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que tout le monde enseigne la même chose, les diagnostics. Je pense que sur les diagnostics, il y a des interprétations qui ne conviennent pas et qui justifient un certain nombre de procédures. Et puis les conceptions de l'apprentissage. Alors ce qui s'enseigne, attention, hein, j'ai mis d'un côté et de l'autre, c'est pas non plus pour scinder systématiquement, mais alors mes propos se rapportent non pas à ce que Franck a dit, parce qu'on ne se connaissait pas, et puis ça serait quand même maladroit de prendre un contre-pied de ce qu'il fait. C'est des choses que j'ai lues, qui sont publiées sur le net ou dans les comptes rendus de pratique, ou des collègues avec lesquels on discute. Je suis plutôt un observateur de l'enseignement du volet. Et à certains moments, bien, le volet apparaît comme un support du socle. À partir de là, pas que le volet, mais en gros, on peut faire un peu n'importe quoi dans la mesure où on peut revendiquer l'accès à des domaines du socle. Et puis moi, ce que je propose, c'est un volet objet, pas seulement, mais un volet objet, c'est-à-dire on apprend aux gamins à jouer au volleyball, et après on pourra discuter de tout ce que ça leur apporte. Et je pense qu'il faut d'abord qu'ils apprennent effectivement à faire quelque chose. Alors là où il y a une différence, c'est qu'on change les règles pour proposer une pratique intéressante du côté des balles bloquées. Moi je dis qu'à ce moment-là, il faut changer le nom, parce que de mon point de vue, c'est plus du volley. Parce que le volley, alors ça s'appelle du prime volley, la fédération, il y a du catch volley, il y a des appellations un petit peu... Enfin, on trouve ça sur Internet, vous allez sur YouTube, vous trouvez des choses de ce type-là. Le prime volley, ça s'appelle du prime volley, avec ce système de balles bloquées. De mon point de vue, si on bloque le ballon, c'est plus du volley. Il y avait dans le contre-pied, je ne sais pas si vous avez lu le papier de Jean-Pierre Lepoix, qui est un poète et qui, moi je le prends de temps en temps avec le sourire, et là il m'a assez intéressé. Et je cite, hein, aussi ne l'a-t-il pas volé, celui qui se fait engueuler de n'avoir pas tout fait pour qu'elle continue à voler.
Mais le mot voler, c'est pas seulement voler, c'est aussi de voler. Donc c'est le sens, on va dire, anthropologique de cette activité. Cette passion, ce jeu, ces émotions, quand on est à la plage, qu'on se jette par terre pour que le ballon ne vole pas, mais en tapant dedans. À partir de là, le CEDREPS avait avancé l'idée que finalement, les conceptions didactiques, les objets didactiques pouvaient éventuellement devenir des références pour elles-mêmes. Moi, c'est un point de vue, ça, hein, voilà, c'est discutable. Moi, je me réfère aux nombreuses pratiques sociales, sous différentes formes, mais dans lesquelles, moi, j'ai jamais vu de ballon bloqué, attrapé, même momentanément. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. La Fédération internationale avait d'ailleurs édité un document qui s'appelle Cool Volley, et la Fédération portugaise avait développé ce qu'ils appellent du giravolley. Je vous montrerai quelques images. Je les ai là d'ailleurs, préparées. Le giravolley, c'est une règle où les gamins n'ont le droit que à faire des touches de balle à 10 doigts. Voilà. C'est une frappe qui est imposée, avec tout un système d'animation, et les gamins n'ont le droit que de jouer à 10 doigts. Avec des gamins qui sont plutôt habiles, des gamins qui sont plutôt débutants, des garçons, des filles, des petits terrains, et puis aussi une mise en scène très recherchée. Ils occupent les espaces, ils occupent les monuments historiques, ils montent défiler sur les parkings, ils occupent l'espace urbain. La fédération s'est développée jusqu'à un point où elle ne savait plus quoi faire de ses licenciés, parce qu'après le giravolley, il n'avait pas grand-chose à leur proposer. Voilà. Donc, premier point, c'est qu'est-ce qu'on enseigne? Bon, de mon point de vue, le volley, c'est de voler. Donc on a déjà quelques différentiels. Alors, sur les diagnostics, parce que qu'est-ce qui a justifié cette apparition de la stratégie des balles bloquées? C'est un diagnostic de ballons qui tombent vite au sol, et puis de gamins qui sont débutants, qui n'évoluent pas, qui ne progressent pas ou qui progressent peu. Alors, je vais vous montrer encore quelques clips. Une classe de CM1, CM2, non c'était des CM1, pardon, j'ai mis CM2, première séance d'initiation. Alors, les jugements peuvent être variables. Moi, je trouve que c'est pas mauvais ce qu'on voit là. Je trouve que c'est pas mauvais parce que première séance, hein, d'accord, avec des stagiaires L2, un gymnase de type A. En revanche, il y a peut-être une chose dont on ne parle pas assez, c'est les ballons qu'on utilise. Là, c'est des ballons en mousse. Vous savez, on s'assied dessus, ça fait comme des éponges, ils reprennent leur forme. Et à un moment, si on n'a pas les ballons, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Il ne faut pas continuer. C'est pas les gamins qui ont du mal, hein, c'est le prof qui leur fait du mal. Et puis, deuxième clip, journée du sport scolaire. Les collègues me contactent. Donc, 2 classes de 5e, REP, pratique obligatoire. Donc 2 contre 2, petit terrain. On a essayé de mettre un petit peu d'animation aussi. Vous voyez, on a monté des filets en travers dans le gymnase. Beaucoup de densité. La seule règle, c'est qu'il fallait taper dans la balle. Voilà. Service aménagé, on pouvait se rapprocher du filet, servir à 10 doigts. Mais tout le monde frappait dans la balle. Première séance. Des garçons, des filles, des garçons avec des filles, des garçons contre des filles. Donc moi, je trouve que finalement, moi, c'est du bon volley que je vois là. Après, il y a des appréciations. Pour moi, c'est du bon volley. Par rapport à ce que les gamins sont en mesure de faire, par rapport à la logique du jeu, par rapport à l'engagement corporel global. Et puis cette fameuse classe de CM1, on me dirait c'est les meilleurs de la classe. Oui, effectivement, mais on n'a pas toujours les opportunités, puis là c'était un petit moment magique. Mais c'était les meilleurs de la classe, mais les autres n'étaient pas très loin. Il y en a quelques-uns qui étaient plus en difficulté, parce qu'on avait 5 séances. 5 séances de 45 minutes avec des étudiants non spécialistes. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe, donc ça renvoie, puis de temps en temps, tiens, on va jouer à 2. Et on ne leur a pas appris, hein. On n'a pas appris à jouer à 2. Donc moi, j'ai un constat qui n'est pas, très négatif par rapport au niveau des gamins.
Je pense en revanche que les attentes des enseignants sont décalées par rapport à ce que les gamins peuvent faire, et que peut-être leurs critères, les enseignants en général, hein, excusez-moi, ce que je vois, je pense qu'il y a un modèle de référence qui est plutôt un modèle d'adulte, d'un volet d'adulte plutôt masculin. Et c'est ce qui amène ce sentiment de non-réussite des élèves, et qui amène des stratégies qui, à mon sens... D'ailleurs, la perception des enseignants sur le volleyball, si on va voir sur la Commission nationale d'évaluation, au bac, le volleyball, c'est quand même le plus mal noté. Hein. Donc les élèves sont moins bons au volley qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais manifestement, ils sont moins bons qu'ailleurs. Et puis, les filles sont moins bonnes que les garçons. C'est quand même là qu'on a les plus gros écarts de points entre les filles et les garçons. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de représentation du volleyball en général. Alors, pourquoi ces notes? L'exigence inadaptée, un idéal, voilà ce que je viens de vous dire. Et puis là, j'ai rajouté la dernière ligne, parce que j'ai été à l'intervention de Marie Chirer et Cécile Autogali dans leur enquête sociologique. Elles nous disent que les filles sont sportives. Alors que souvent, le volley, c'est difficile, parce que, particulièrement les filles. Donc voilà, moi je conteste ce constat. Et puis, ben oui, à un moment donné, s'il est éternel débutant, ben, faut se poser la question de l'efficacité des stratégies et des procédures qu'on met en place. Alors, bien entendu, le volley, c'est un pouvoir de destruction. Hein, la perte de l'échange, l'empêcher les autres de jouer, ça stoppe le jeu. Moquerie, agression verbale, on ne peut pas se cacher quand la balle tombe sur soi. Hein. L'élève qui ne réussit pas se désengage et ne réussit pas forcément. Mais en revanche, le volley a de nombreux atouts. On arrive à avoir une densité incroyable dans un gymnase. Je ne sais pas, 36 élèves, un gymnase B, j'arrive à faire du bon volley, je pense. En handball, c'est pas tout à fait la même chose. La mixité dans le jeu, mes étudiants en deuxième année à la fac, c'est des groupes mixtes. Hein. Ça ne change rien du tout. Hein. On joue, on attaque, on défend, des filles, des garçons, des équipes mixtes, des filles contre des garçons, des filles et des garçons ensemble, les uns contre les autres. C'est quand même assez intéressant. Bon, pas de contact direct, c'est à la nature. Et puis, une image positive, globalement, qui est retenue. Donc derrière ce diagnostic, hein, alors le gros morceau, je pense que c'est là, hein, c'est que la technique est le problème. Et moi je pense que... Alors, pourquoi je me permets de dire ça? Donc parce que je vois dans les documents qui sont diffusés sur le net, hein, des comptes rendus de pratique, des analyses, je peux lire ça, objet d'enseignement prioritaire, hein, le déplacement. Donc il s'agit du problème principal du volleyball. Donc la technique, manifestement, est un problème. Le renvoi du ballon à deux mains, la frappe à 10 doigts est la technique prioritaire. Objet d'enseignement prioritaire. Donc la technique est bien un objet d'enseignement. Dans les capacités, appui, pointe de pied, sautillement, bras fléchis, prêt à courir, intervenir sur la balle. Donc pour moi, la technique, c'est pas un obstacle, elle le devient si on en fait un objet d'enseignement. Et là, c'est un gros morceau de mon intervention, parce que ça justifie beaucoup de choses derrière. Et puis la peur du ballon, moi la peur du ballon, enfin, vous l'avez vu la peur du ballon là? Moi je l'ai pas vu. Hein. La peur du ballon, ça dépend des ballons. Hein. Ça c'est pas un problème, ça on va pas passer une heure dessus. Si on a les bons ballons, hein, il y en a des bons ballons. Il y en a. Donc il suffit de les utiliser. Alors là je me suis permis un petit clin d'œil parce que c'est une citation de Paul Boiran. Hein, dans un article de l'EPS qui s'appelait Obstacles à la formation des élèves et des enseignants, dans lesquels il dénonce finalement une analyse, on va dire, assez superficielle de la motricité des élèves, de l'activité des élèves. Et hier, Christian Couturier disait APS ou PPS, ça ne change rien, pratique, physique. Moi je pense que ça change parce que la notion d'activité, je pense qu'il faut la mettre en valeur et c'est une manière de lire la motricité. Et ne pas confondre l'activité et la pratique, je pense que ça serait bien que ça prenne de l'intérêt. Voilà. Donc il évoque des modèles un peu virtuels, qui ne sont pas toujours fondés, ou en tout cas qui sont fondés plutôt sur des mythes. Il parle de mythes techniques. Voilà. C'est quelque chose qui n'est pas excessivement important, réel, mais en revanche qui masque des problèmes beaucoup plus profonds auxquels il faut s'attacher de répondre pour pouvoir aider les élèves. Voilà, moi je suis plutôt positif, mais pas par principe, parce que sinon on peut pas enseigner, et puis parce que ça se vérifie. Hein, moi j'estime qu'au niveau technique, il n'y a pas d'élèves qui ont trop de carences pour pouvoir commencer à jouer en tapant dans la balle.
Il suffit d'aménager un petit peu le jeu, mais c'est pas nécessaire. Au brevet, on demande une balle lancée à 2 mains. Pourquoi lancer une balle à 2 mains? Ils sont tous capables de taper dans la balle pour la mettre de l'autre côté du filet, pour peu qu'on les rapproche un peu du filet. Il y avait même des touches assistées pour passer de l'autre côté, c'est bien plus dur que d'envoyer directement. Voilà, donc moi je pense que le principe de base, l'idée de base, les élèves ont suffisamment de technique pour jouer au volley en frappant la balle. En troisième point, apprentissage. Donc à un moment, il me semble qu'on est sur avec l'idée des balles bloquées, c'est qu'on peut dissocier la lecture de trajectoire, la balle bloquée. C'est un vrai problème. Donc le clip que je vous passe, voilà, 4e leçon en 5e. Alors c'est peut-être, je vous dis, un tout petit peu caricatural, parce que j'ai bien conscience que tout le monde ne fait pas que ça quand il utilise les balles bloquées. Mais les interventions de l'enseignante, voilà, Léa, pense à la position de tes mains. Je n'ai pas mis de son, hein, c'est pour ça que j'ai mis la légende. Camille, les mains ici. Donc on est bien sur une représentation formelle de l'objet d'enseignement quand on met les élèves dans ce type de situation. Puisque l'enjeu, c'est de bien placer ses mains. Moi, je suis sur une conception, on va dire, inactive, hein, vision située. C'est-à-dire que le couplage action, décision, réflexion, ben, voilà, on peut pas dissocier. Par exemple, j'étais allé à une soutenance de thèse que Michel Ricopé m'avait invité. Merci. Et on voit que la jeune fille qui soutient sa thèse, elle cite Raymond Poincaré, le mathématicien. Et on lui pose la question, qu'est-ce que c'est se représenter un point dans l'espace? Et lui il répond, c'est imaginer le nombre de pas que je dois faire pour rejoindre ce point. C'est pas un repère orthonormé, c'est pas un calcul de trajectoire. C'est la corporéité qui est dans la compréhension de ces mécanismes. Donc le travail de lecture de trajectoire, c'est indissociable de l'action. Si on fait de la lecture de trajectoire, on fait du déplacement, on fait pas de la lecture, on fait du déplacement. Donc voilà, on est sur un autre type de motricité. Et puis Gros Georges, c'était hier. Je suis un peu avantagé parce que j'étais là. Il explique bien, on progresse comme on s'entraîne. Bon, après, les renvois aléatoires, les frappes explosives. Pour moi, c'est un défaut d'analyse parce qu'on n'est pas sur l'activité. On est sur des effets extérieurs, un peu spectaculaires. Et puis la crise de temps qui a un problème, pour moi non, la crise de temps c'est une ressource. Parce que s'il n'y a pas de crise de temps, il n'y a pas de volley. Parce que c'est la crise de temps qui va générer les comportements. Donc les contenus, quelle activité? Donc j'ai souligné activité pour reprendre le sens de ce dont je vous parle. Donc, dans Contre-pied, il y a quand même un grand absent, hein, c'est Michel Ricopé. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu ses travaux, c'est vraiment une occasion manquée. Michel Ricopé, alors moi j'ai mis du temps à rentrer dans son discours, c'est l'anthropologie corporelle, il fait référence à la philosophie du corps, c'est des discours auxquels on n'a pas l'habitude dans l'information, dans notre histoire, on était encore sur des situations de résolution de problèmes, des points de vue très mécanistes, hein, le computer, le traitement d'information, la décision et tout. Et là on est sur autre chose, il observe Michel Ricopé, les gamins qui jouent au volley, et puis en gros il y a 2 types de gamins, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il y en a, ils se jettent comme des morts de faim sur tout ce qui bouge. Ils rentrent dans les autres, ils rentrent dans les poteaux, ils se font mal, ils jettent par terre. Et puis il y en a d'autres, ils font là, et puis quand le ballon arrive, ils se mobilisent un petit peu. Et Ricopé observe que ceux qui sont les plus actifs, c'est ceux qui sont les plus performants, mais surtout qui progressent le plus. Et ceux qui sont les moins actifs progressent le moins. Et quand il les interroge, pour ceux qui progressent le moins, il leur dit qu'est-ce que c'est le volley pour tort? Il les fait parler, c'est des choses qui ne sont pas conscientes. Et bien c'est faire comme le prof a dit, et l'idée de reproduire un modèle gestuel. Donc quand on est sur des modèles gestuels avec ces élèves-là, finalement, on renforce ce qui fait obstacle. Donc ce qui est censé, non j'ai pas le temps parce que je vais aller vite, hein, c'est plutôt la compréhension du jeu, les enchaînements, l'orientation, le timing, ça c'est un truc que j'ai fait un bouquin il y a quelques temps, le mec doit être plus disponible, c'était chez Axio, je pense qu'il est épuisé. Donc j'ai envie de dire, la technique, c'est pas un problème. La technique, c'est la conséquence du reste. Je pique ça à Michel Janson, je trouvais que l'expression était très, très intéressante. La technique, bon, c'est les propriétés émergentes de l'organisme. Quand on arrive à jouer avec un certain nombre de variables, qu'on a un peu l'expérience,
eh ben, les comportements ils émergent. Chez le gamin, vous ne voyez pas progresser, sauf qu'à la fin, c'est plus le même qu'au début. Et ça, c'est sûr. C'est sûr. Vous ne savez pas à quel moment c'est sorti, vous ne savez pas comment c'est sorti. Et la qualité d'une situation, si on veut faire bouger les gamins, elle tient d'abord à son potentiel de mobilisation. Donc pas de prise de temps, pas de mobilisation, pas de balle frappée, pas de prise de temps. Donc pas de volet. Donc la conception du volet, oui, il y a une conception du volet derrière. Hein. Quelles attentes, ce qu'on peut attendre des élèves. Alors, derrière, il y a la logique interne de l'activité. Moi, je pense que c'est une logique externe, c'est une logique très technocentrée, mais qui n'est pas centrée sur l'activité du sujet. Et je pense qu'il faudrait revenir un peu plus sur une logique interne au sujet, en se préoccupant de ce qui anime l'élève quand il est dans le volleyball. Et en fait, ce n'est pas des traits de personnalité, ça n'a strictement rien à voir avec la motivation. Attention, hein. Il y a des élèves motivés qui ont les deux types d'attitudes, il y a des élèves non motivés qui ont les deux types d'attitudes. Ça n'a rien à voir avec la motivation. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Et c'est là que le levier de progrès apparaît. Mais si on ne perturbe pas les élèves par rapport à si on n'organise pas la crise de temps avec cette frappe, on ne peut pas obtenir ce qui est recherché. Donc la place de la technique, c'est second. C'est une motricité de signification qu'il faut développer. J'ai encore 10 secondes. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est pas en demandant moins qu'on en obtiendra plus. Et puis je vous montre une dernière, deux petits clips comme mon collègue. Donc les gens qui ont dit, alors c'est des étudiants qui m'avaient rendu c'est un petit peu, il y a deux, trois. Voilà, des jeunes filles de classe de seconde qui jouent au volley. Vous voyez la jeune fille en bleu, hein, elle a les bras ballants, elle n'est concernée par le ballon que quand le ballon arrive sur elle. Et quand le ballon s'éloigne, elle relâche de nouveau les bras. C'est assez spectaculaire. Marc Durand, à la soutenance de cette thèse-là, il avait dit à la jeune fille qui a soutenu la thèse, « Mademoiselle, je ne regarderai plus jamais le volleyball avec les mêmes yeux. » Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut changer le regard pour être plus performant. Et je pense qu'on a un regard trop centré sur des aspects gestuels, extérieurs, souvent indépendamment des effets sur les trajectoires ou des effets sur le jeu. Et puis le deuxième clip, alors je vais vous montrer une jeune fille, elle était dans cette dynamique-là. C'est une jeune fille qui est en deuxième année de fac, indépendamment de l'âge, en deuxième année de fac, sauf que les jeunes filles que vous avez vues là, elles avaient le sourire, elles donnaient l'impression de s'amuser quand même. Moi je vous promets que la jeune fille que j'avais là en cours, elle ne donnait pas l'impression de s'amuser. Pourtant, elle était dans un groupe bienveillant. Je lui mettais des gens qui tournaient avec elle, des bons, pour l'aider, pour que les bons ballons arrivent, qu'ils puissent compenser, qu'ils l'encourageaient. Ils étaient vraiment bienveillants. Et la pauvre, alors je m'excuserai, je ne l'ai pas filmée à ce moment-là. Vous comprendrez pourquoi. Hein, c'est pas, on s'y intéresse et on essaye de la rendre un peu plus mobilisée. Et cette jeune fille, c'est celle qui a le maillot jaune et gris là. Alors je vais laisser un petit peu tourner. Alors c'est un exercice dans lequel, vous savez, c'est un gagne-terrain. Et je vais vous expliquer cet exercice parce que ça va donner aussi du sens aux propositions que je fais. Donc si on gagne, on vient de l'autre côté. Hein. Si on gagne l'échange, qu'on est à gauche, on reste à gauche. Puis sinon, les autres servent. Et puis voilà. Donc le jeu dans cet exercice, c'est que pour battre l'équipe d'en face quand on est au service, le mieux c'est de servir avant qu'ils aient eu le temps de traverser. Et c'est parce que, alors c'est un type d'exercice, hein, c'est parce qu'on les met en crise de temps qu'on arrive à obtenir quelque chose. Dans les fondamentaux du volley, les fondamentaux techniques du volley, il faut regarder le ballon. Et c'est un des critères que Michel Récopé utilise pour savoir le niveau de mobilisation de ses joueurs et de ses joueuses. Est-ce que le regard est sans arrêt fixé sur le ballon ? En permanence fixé sur le ballon. Et ça, c'est un apprentissage. Et ça va déclencher plein de choses. Et cette jeune fille, pour moi, là, elle joue au volley. À partir de là, il sera temps de lui expliquer un petit peu mieux comment un peu mieux se placer ou travailler sur des intentions un peu plus particulières ou un peu plus en fonction du contexte. Mais cette jeune fille-là, elle joue au volley. Je vous promets, c'était un poteau sur le terrain. J'étais malheureux de la voir malheureuse. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, hein. Mais là, je préfère vous montrer des trucs qui ont bien marché. Voilà, puis je crois que la suivante. Oui, après, la question c'est, bon, valoriser, etc., etc., mais la question que je me pose, c'est plus pédagogique, mais est-ce que l'estime de soi est renforcée si on propose aux élèves des choses faciles? Et je pense que les balles bloquées, ce sont des choses faciles.
Après, bon, on n'a pas le temps. La place du socle, on n'en parlera pas là. Donc je vous remercie de votre attention, puisqu'il y a peu de temps. Bien, ben merci à nos deux intervenants. Donc maintenant, c'est à vous. Philippe, bon déjà merci à vos deux interventions qui m'ont énormément plu. Juste une question, c'est quand on voit deux collègues comme vous connaissez l'activité. J'ai jamais fait bloquer le ballon. Et là, quand j'ai eu ta première intervention, je me suis dit mais c'est génial. Puis après, il y a eu ton intervention en toi, et j'ai dit, mais putain, elle est géniale aussi. Voilà. Donc, c'est bien parce que je vais repartir sans savoir. Donc, il va falloir que je cherche. Donc, merci pour ça. Rien que là, vous m'avez mis en action. Super. J'ai 7 heures de train, je vais pouvoir y réfléchir. La question que je pose, j'ai la malchance d'avoir une fille qui tourne mal, puisqu'elle tente le CAPES cette année. Son père est prof PS, sa mère, elle plonge aussi. Donc, et elle fait du volley depuis 2 ans. Est-ce que j'y en parle de tout ça ou je dis rien, puisque si elle passe le CAPES à l'oral, je me dis waouh, est-ce qu'elle va partir sur du blocage en justifiant avec un collègue qui tient la route, il n'y a pas photo, ou est-ce que j'ai dit non? Ensuite, bon, moi ça fait longtemps que je fais du volley, je ne suis pas spécialiste volley. Il y a 20 ans, quand je faisais du volley, on n'avait pas les ballons qu'on a maintenant. Et j'étais effectivement perturbé parce que ça ressemblait à rien, il se faisait mal, etc. Et donc je suis passé par le blocage. Et quand les nouveaux ballons sont arrivés en mousse ou même les différents types de volets, là, c'était un changement et j'ai vite abandonné le blocage parce que le blocage, effectivement, quand on voit jouer les élèves que tu nous as présentés tout à l'heure, on voit qu'il y a des stratégies qui se mettent en place, etc. Mais c'est assez lent, etc. Et c'est difficile. Alors, ça fait plaisir aux profs parce que ce qu'on voit, bon, c'est plutôt agréable à voir, etc. Mais dès qu'on veut passer sur autre chose, le transfert se fait difficilement, je trouve. Et puis on retombe sur les mêmes problèmes. Il n'y a plus de jeu, quoi. Donc maintenant, je ne reviendrai pour rien au monde au blocage. Parce que les ballons qu'on a nous permettent, moi j'entre dans mon cycle en leur disant votre objectif c'est que le ballon il tombe pas par terre. Vous faites comme vous voulez, mais le ballon il tombe pas par terre. Alors on prend pas les pieds, on prend pas les pieds, et il se jette sur tous les ballons. Enfin même ceux qui sont en difficulté, ils vont chercher les ballons. Donc petit à petit on amène des outils, etc. Et les stratégies, elles apparaissent, et bon, j'ai bien aimé ton exposé, parce que ça montre que ils vont mettre en place des stratégies avec les moyens qu'ils ont, et si on leur donne d'autres moyens, si on les fait réfléchir, je pense que les situations évoluent rapidement, même en ne bloquant pas les ballons. Donc, j'ai pas de questions particulières, mais moi, le témoignage que je voudrais faire, c'est que l'importance des ballons, elle est fondamentale. Si on continue à les faire jouer avec des ballons de seniors, etc., ils se cassent les doigts. Et donc j'ai des étudiants à la fac, en 2e année, qui ont passé le fil de la première année, donc ils sont plutôt habiles. J'ai toujours un sac de ballons légers avec moi, parce que périodiquement, régulièrement, je donne des ballons légers qui permettent à certaines filles, c'est les filles le plus souvent touchées, de faire des enchaînements, de faire voler la balle, qu'elles n'arrivent pas à faire avec des ballons traditionnels. Moi, ce que je trouve en fait intéressant, et finalement ça me conforte dans l'option que j'ai prise cette année, c'est l'éducation du regard. Donc j'interviens en STAPS sur du volley, et en effet cette année j'ai pris la décision de me dire quand on m'entraîne des situations, qu'est-ce que vous regardez? Et quand tu parles de la balle bloquée, souvent en fait les étudiants ils regardent le passeur. Okay. Et je trouvais intéressant en fait de décaler après le regard, de dire c'est pour mettre dans une situation confortable, et finalement en fonction des choix qui sont faits, c'est où est-ce que je porte mon regard et quel comportement je lis derrière pour faire mes choix. Donc ça c'est la première des choses. Et ensuite je m'aperçois qu'en effet de temps en temps ça vient spontanément, parce que c'est des étudiants et qui disent elle porte le ballon de temps en temps, oui, mais en termes de rapport de force,
est-ce que ça déséquilibre ou pas? Et j'avoue que resituer les choix dans l'équilibre du rapport de force, ben, finalement, c'était pas trop mal. Et la troisième chose, en vous écoutant, après, voilà, ça me faisait penser, tiens, donner le temps, prendre le temps en bloquant, ça me faisait penser à quelque chose qui était très orienté cognitivement en termes d'apprentissage. Et je vois en fait certains comportements, j'ai des étudiants, j'ai des anciens élèves en tête, où je me dis, eux, ça les bloquait, ça les mettait pas en mouvement. Et parce qu'à un moment, il fallait qu'ils soient quelque part en fait animés, et en effet, sous la crise de temps, spontanément, ils développaient en effet des habiletés motrices. Donc c'est comme s'il y avait une confrontation un peu en termes de stratégie d'apprentissage, de théorie d'apprentissage. Voilà, c'était un petit peu les remarques. On note, on valorise une attaque matchée, nos garçons ont plus de chances d'avoir une meilleure note que les filles. Si on s'en tient à l'idée que les élèves doivent avoir compris que l'on construit une attaque pour que le dernier joueur soit le plus haut possible, le plus près possible du filet, et ben là, c'est que les élèves ont tout compris à ce que c'était que jouer au volleyball en terminale. Ouais, je voudrais dire que Franck et moi, on est resté sur des questions de principes assez généraux, et qu'il faudrait du temps parce que derrière il y a un ensemble de stratégies, de contenus, de progressivité, d'indicateurs, etc., etc. N'hésitez pas à m'inviter, je serais très heureux de venir discuter dans vos académies. On a passé 2 jours à Nancy, la dernière c'était super. Voilà. Ton collègue il s'appelle Eric. Pour répondre comme ça, je pense que... la finalité de ce match, c'est pas une finalité pour moi, ça va finir par apparaître, mais c'est pas la finalité, il y a plein d'autres choses, et finalement s'ils arrivent à se matcher, c'est qu'il s'est passé plein d'autres choses intéressantes. Et le 1 contre 1, mais je pense qu'on ne sera pas fâché là-dessus, il faut saturer les gamins de 1 contre 1, quoi. C'est une nécessité le 1 contre 1, si on ne fait pas du 1 contre 1, ça ne va pas changer grand-chose. Après, les formes, bloquées, pas bloquées, je sais pas, mais il faut faire du 1 contre 1. Enfin, si, je ne sais pas, j'ai un point de vue, mais voilà, on est bien d'accord là-dessus. Juste par rapport à ce qu'on dit sur les contraintes, etc. Vous voyez la situation réceptionneur, non réceptionneur, un à droite, un à gauche, un lanceur, puis celui qui n'a pas le ballon doit venir au filet, il devient passeur, passeuse, l'autre lui donne la balle et puis enchaîne. Et en fait, sur cet exercice-là, on voit des gamins qui partent pas, ou qui mettent le ballon sur le côté, au lieu de le mettre devant. Et j'étais avec mes étudiants, on a eu la chance, on avait un petit collège à côté, la classe qui allait bien, et puis j'avais pas trop d'étudiants, j'ai mis en animation. Et puis moi je leur explique les difficultés du volley, c'est la vitesse de balle, les déplacements, les incertitudes et tout. Alors les deux gamines qui n'arrivaient pas, 5e, 4e, je sais plus, donc ils les rapprochaient un peu du filet, et puis les lançaient un petit peu plus doucement. Ça marchait toujours pas. Les gamines ça allait pas, comme la jeune fille bleue là qu'on a vu là, les contacts ça allait pas. Ils viennent me voir, ils me disent tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit qu'est-ce que vous avez fait? On les a rapprochés pour diminuer la vitesse, etc. Je leur dis mais si au lieu de les rapprocher, vous les reculiez un petit peu. Ouais, vous nous dites que le volley, c'est une difficulté objective de la tâche, voilà. Je dis mais essayez. Alors ils les reculent, bon, ça n'a pas été magique, sauf qu'en les reculant, les gamines se sont mises à courir et elles se sont mises à réussir l'exercice. Donc je pense que bien au contraire, enfin c'est le point de vue que je défends, bien au contraire, la crise de temps c'est une ressource. C'est pas un obstacle, c'est une ressource. Il faut gérer, hein. Ok, il faut gérer, mais c'est une ressource. Dans tous les enchaînements, bon, moi je ne fais pas une situation sans enchaînement, quasiment pas de situation, jamais une action plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre. Mais ce qui fait qu'il y a enchaînement, c'est parce qu'il y a nécessité de passer d'une action à l'autre sans attendre. C'est parce qu'on est en situation d'urgence que ça génère des comportements. Quand on fait des lancers de balles et que je donne un timing au lanceur, je trouve qu'il lance trop lentement, ils me disent mais ils n'y arrivent pas si je lance plus vite. Je dis non, tu vas lancer sur le bon timing, en faisant attention des balles faciles, etc. Tu vas lancer sur le bon timing, c'est eux qui vont changer ce qu'ils font, c'est pas toi qui dois t'adapter à eux, c'est eux qui doivent s'adapter à l'exercice. Voilà. Samuel Le Puissant de Rennes. Plusieurs choses à dire, mais ce qui flotte dans l'air, ce qui est présent dans l'inconscient professionnel, c'est le Graal des 3 touches. Voilà. Le Graal des 3 touches, et symboliquement, tant qu'il n'y a pas 3 touches, il n'y a pas de volleyball, il n'y a pas de réussite en volleyball, et les élèves ne sont pas en réussite tant qu'on ne voit pas apparaître les 3 touches. Alors après, il y a 2 manières d'y arriver. Il y a une manière où on autorise des balles bloquées pour que se rapprocher assez rapidement de cette circulation du ballon et des joueurs. Donc on va appeler ça des artefacts pédagogiques. On utilise ça pour que ça ressemble le plus vite possible à une construction en 3 touches.
Et puis il y a une vision que je défends, c'est que pourquoi on joue en 3 touches? Vous avez posé la question, pourquoi au volleyball, à haut niveau, on joue en 3 touches? Parce qu'à haut niveau, ça permet de régler le problème du rapport de force à la défense. À haut niveau. Et donc le problème du Graal des 3 touches, c'est comment y arriver. Et donc créer le besoin de voir apparaître une touche de balle supplémentaire. Le 1 contre 1, le renvoi direct, c'est du progrès, c'est de l'acquis, c'est très important. Mais il faut le dépasser. Et donc le 1 contre 1 ou le renvoi direct à 2, et bien la deuxième touche, elle va apparaître comme une nécessité, comme un besoin, à partir du moment où on a agrandi la zone de tir en une touche. Et la deuxième touche va avoir une utilité à ce moment-là. Donc il y a une construction du jeu en 3 touches qui va se faire par résolution du problème. Voilà, et donc là, je crois qu'en dans les deux interlocuteurs, il y a ces deux perspectives qui sont là. Comment faire jouer au volleyball en allant vite dans les 3 touches ou en construisant progressivement le besoin de jouer collectivement en 3 touches. Oui, alors je m'associe à toutes les remarques positives sur le type d'exposé auquel on vient d'assister. Je trouve que c'est vraiment particulièrement intéressant. Et j'aurais une question pour peut-être essayer en tout cas de mettre tous les intervenants à dos, mais peut-être de les souder suite à ce que j'ai entendu. Si je pars du constat de départ qui consiste à dire pourquoi on fait du volley en EPS, et il me semble que les programmes ne sont pas très contraignants, mais l'idée d'utiliser le volley dans le cadre de CP, CA, je ne sais pas quoi, numéro 4, c'est quand même l'idée. Je fais beaucoup de 1 contre 1, moi, quand je fais du volley, donc je ne suis pas gêné avec ça, mais c'est l'idée de faire du volley pour conduire un affrontement collectif. Et je me dis que si on part de ça et qu'on amène donc des aménagements réglementaires, en allant ou pas d'ailleurs jusqu'à bloquer, est-ce qu'on ne pourrait pas accepter finalement que le volley n'est pas le sport collectif le plus adapté pour faire rentrer le plus tôt possible et finalement tout le temps en permanence d'emblée les élèves dans un affrontement collectif? Et donc histoire de vous réconcilier, même si je vois bien que vous n'êtes pas opposés, est-ce qu'on ne pourrait pas accepter l'idée que le volleyball n'est pas une bonne APS pour faire de l'éducation physique? D'enseignement dernièrement. Et effectivement, si j'en suis venu au bout de quelques années à utiliser, du moins à être séduit en tant qu'enseignant par la balle bloquée, c'est parce que je faisais ce constat, effectivement, que quand je faisais jouer mes élèves au volleyball, j'avais du mal à les mettre rapidement dans une activité collective. Et je me posais véritablement cette question, je pense vous l'avoir présenté un petit peu comme ça tout à l'heure. Est-ce que le volleyball est effectivement l'activité la plus appropriée si on veut développer ce type de compétences avec nos élèves? Et voilà, je tenais effectivement à faire pratiquer une activité collective à mes élèves. Je tenais à le faire à travers le volleyball pour X raisons, parce que je suis volleyeur, parce que c'est effectivement l'activité la plus adaptée quand on a certains gymnases et qu'on peut y mettre toute une classe. Mais je tenais à faire entrer les élèves le plus rapidement possible dans l'activité tactico-stratégique. Donc j'utilise aussi du 1 contre 1, bien évidemment, mais j'essaye de passer rapidement à du 2 contre 2, au moins du 2 contre 2, pour que les élèves soient dans cette activité. Et on appelle ça comme on veut, le subterfuge que j'ai trouvé à l'heure actuelle le plus efficace pour moi pour rentrer les élèves très rapidement dans l'activité stratégique, dans l'activité collective, c'est effectivement d'utiliser cette balle bloquée. Voilà. L'apprentissage, attends, je vais laisser répondre 2 minutes, monsieur. Donc, qu'est-ce que c'est collectif? À partir de quand c'est collectif et quand est-ce que ça ne l'est pas? Parce que moi, quand je vois des gamins de 6e qui jouent en 2 contre 2, il y en a un qui se met à droite, un qui se met à gauche. C'est un aspect collectif, ça, qui ne se mettent pas les deux au même endroit. Quand il y en a un qui prend le ballon, il y a l'autre qui se retourne vers lui. Il s'y intéresse, c'est des formes de soutien. Mais c'est du collectif au niveau qu'ils sont capables d'aborder. Moi, j'ai pas de problème avec l'aspect collectif, mais c'est pas collectif par principe, ça devient collectif à certaines conditions.
Ça devient collectif à certaines conditions. Parce qu'on a besoin de l'autre pour aller plus près du filet, parce que tout seul on n'arrive pas à défendre tout le terrain. Voilà. Mais c'est pas seulement collectif, c'est aussi opposition, parce qu'on a aussi tendance à basculer le volley sur de la circulation de balles. Mais c'est inter-individuel aussi le volley. Et c'est à mon avis cette entrée-là qui va le rendre beaucoup plus collectif. Mais c'est un sport comme les autres. Simplement, je reviens sur mes propos, je pense qu'il y a des attentes d'enseignants qui sont indexées à des attentes d'une pratique de relativement haut niveau, d'adultes, garçons. Et moi je pense qu'il faut s'intéresser à l'activité du gamin, et elle devient assez rapidement collective, pour qu'on s'y intéresse. Mais collectif à leur niveau. Quand je regarde ma montre, je crois que c'est l'heure, et comme on est tenu par les horaires, il va falloir donc qu'on arrête. En tout cas, merci à nos deux intervenants. Et je crois que le débat a pu montrer que ça nous interroge dans nos propres pratiques, et c'est bien tout l'intérêt d'avoir des controverses et des débats entre nous.